Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 2080 Strix d'Asus. Alors ce modèle Strix se place clairement dans tout ce qui est haut de gamme au niveau 2080 et même se rapproche énormément niveau prix d'une 2080 Ti. Du coup, on va voir si ce modèle justifie un tel prix et si les performances, le refroidissement et surtout les fonctionnalités ajoutées par Asus en valent vraiment la chandelle. D'un point de vue spec, la RTX 2080 Strix d'Asus est équipée d'un refroidissement 3 ventilateurs qui est juste massif. Ce refroidissement permet de garder la carte jusqu'à un boost de 1890 MHz, ce qui est déjà pas mal. Vous avez évidemment 8 Go de RAM vidéo sur la RTX 2080, comme n'importe quelle 2080, 2944 coups d'accord, et l'enveloppe thermique de la carte est annoncée à 250 watts. Mais les specs vont beaucoup plus loin. Vous avez aussi cet éclairage RGB intégré entièrement au refroidissement. Vous avez aussi de l'éclairage RGB sur la backplate du GPU. Vous avez également aussi une sorte de barre de soutien qui court le long du GPU pour la garder droite. La carte utilise d'ailleurs 2 whip-ins d'alimentation externe en plus. Et vous avez même un connecteur pour des ventilateurs PWM juste à l'arrière de la carte pour contrôler des ventilateurs en même temps que le GPU. Niveau sortie, vous avez 2 DisplayPort, 2 HDMI 2.0 évidemment, ainsi que le connecteur VR. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce plan, la carte est plus haute qu'un slot PCI Express normal. C'est-à-dire que vous devrez faire attention dans le boîtier dans lequel vous le mettrez. D'ailleurs, elle est plutôt longue, vu qu'elle fait une longueur totale de 300 mm, donc 30 cm, ainsi qu'une hauteur de 130 mm. Donc comme vous pouvez voir, les specs sont plutôt monstrueuses en fait. Rien que leur refroidissement énorme, les fonctionnalités RGB qui sont plutôt bien implémentées, après évidemment chacun aime ou pas. Aussi les fonctionnalités supplémentaires, le Dual BIOS, les ports de ventilateur 4 pins à l'arrière de la carte qui sont juste genre... C'est une idée que très peu de personnes, je pense, ont pensé, mais qui est juste géniale en fait. De juste contrôler les ventilateurs qui sont peut-être directement en face de la carte graphique par la carte graphique tout simplement, parce que la carte graphique peut-être chauffe alors que le processeur ne chauffe pas. Donc c'est une excellente idée. Et juste, il y a tellement en fait de petites fonctionnalités en plus sur cette carte que on se dit vraiment que Asus, même s'ils demandent beaucoup plus d'argent, bah, ils n'ont pas hésité à mettre beaucoup plus justement de fonctionnalités. Maintenant, je pense que pour beaucoup de gens, le plus important, bah, c'est les performances 3D. Donc on va regarder justement si cette carte se débrouille en performance pure 3D. Donc d'un point de vue performance, c'est plutôt monstrueux. La carte n'a aucun problème avec le 4K, n'a aucun problème avec le 1440p. Je dirais même que vous pouvez jouer en 1440p, 144 Hz sans aucun problème. 21/9 certainement aussi. Franchement, c'est une excellente carte, pure performance. Elle est très bien refroidie, on en parlera un petit peu après, vous le verrez. Elle n'avait aucun problème à booster à son maximum de fréquence, donc ce qui aide au niveau justement performance. On verra aussi un petit peu l'overclocking après, parce que là, on pourrait se dire qu'avec un modèle pareil, on peut faire pas mal d'overclocking. Maintenant, il faut parler un petit peu justement des fonctionnalités que Nvidia a beaucoup mises en avant avec la série RTX. C'est le ray tracing et le DLSS, qui sont deux technologies. Donc ça a été introduit, notamment le ray tracing, avec une nouvelle version de DirectX de Microsoft, qui permet justement de supporter le ray tracing. Donc le ray tracing de Nvidia est leur propre implémentation. Et eux, ils ont décidé de tout simplement utiliser des cœurs spéciaux sur la carte graphique de Tensor Core pour justement calculer tout ce qui est au niveau ray tracing et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais être très honnête, j'ai pas plus testé que ça. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a genre très peu de jeux qui supportent pleinement le ray tracing, au point même qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Battlefield, Metro Exodus, Tomb Raider, et vous avez aussi techniquement le dernier Final Fantasy. Et puis, je ne sais plus quoi d'autre, quelques benchmarks par-ci par-là, mais pas vraiment des jeux, quoi. Donc ouais, c'est pas grand-chose. Et le pire là-dedans, c'est que chacun n'implémente pas tout ce qui est au niveau ray tracing. Par exemple, Battlefield implémente juste ce qui est au niveau reflet de lumière et tout ça.
Metro, dans leur cas, eux, c'est le Global Illumination qu'ils utilisent du ray tracing, ce qui est différent des reflets. On ne parle pas de reflets directs sur des surfaces très qui sont justement prônes à amener du reflet comme une vitre ou autre chose. Là, on parle justement, par exemple, si vous avez quelque chose de blanc, une surface blanche, ça va refléter un peu de lumière. Donc, c'est justement surtout que là, on utilise Metro. Et donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, c'est juste une petite fonctionnalité, pas tout. Et puis, il y avait aussi Tomb Raider qui utilise une autre fonctionnalité, je ne sais plus exactement. Et puis, il y a aussi le DLSS. Chacun ne supporte pas pleinement le DLSS. Certains le supportent, d'autres non. Il y a certains jeux qui supportent que le DLSS et pas de ray tracing. Donc, c'est un peu mixé tout ça. J'ai surtout testé au final le DLSS parce que j'avais envie de voir quand même le boost de performance parce que comme cette carte permet de jouer en 4K, mais certains jeux, c'est juste en dessous du 60 FPS. J'avais envie de voir si ça permettait de passer au-dessus du 60 FPS. Et c'est le cas, franchement. Après, encore une fois, il faut voir les jeux qui le supporteront dans le futur et tout ça. Donc au final, je vais être très honnête. Personnellement, je dirais que si vous prenez une carte pareille, c'est juste pour les pures performances 3D, avoir des jeux qui tournent en très bonne qualité, sans même le ray tracing. C'est très bien le ray tracing, mais c'est une première génération. Vous voyez, quand c'est la première génération, c'est bien, mais on se dit, ok, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans 3 ans, 4 ans, quand ce sera vraiment implémenté partout. Et je pense que cela sera là que ce sera intéressant. Donc, clairement, si vous prenez cette carte, vous ne le prenez pas juste pour le ray tracing. C'est un bonus, vous voyez, c'est un petit bonus pour jouer à quelques jeux qui le supporteront. Mais sinon, ce qui vous intéresse le plus, c'est justement les performances de la carte, les fonctionnalités que vous avez derrière. Et c'est ça qu'on va surtout parler dans le reste de cette review. Et en parlant de fonctionnalités, justement, on va parler du refroidissement de cette carte. Donc, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, le refroidissement est assez impressionnant. Je dirais même que des fois, on ne se rend même pas compte. Le meilleur point de comparaison, c'est le slot PCI Express que vous avez en dessous de la carte ou l'équerre PCI à l'arrière avec les ports qui vous permettent de vraiment vous rendre compte de la taille de cette carte. Elle ne rentrera clairement pas dans tous les boîtiers. Et en plus de ça, il faudra aussi un très bon boîtier au niveau ventilation pour justement faire en sorte que tout cet air chaud que cette carte va brasser puisse s'éjecter. Parce que le refroidissement, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, prend l'air et le rejette dans le boîtier. Ça ne repart pas à l'arrière de la carte. Donc les températures sont plutôt impressionnantes. C'est même sacrément impressionnant. La carte est inaudible. Vraiment, c'est inaudible. Il y avait toutefois un petit peu de coil whine. C'était un petit peu dommage. Le coil whine, si vous ne savez pas ce que c'est juste des bruits d'électronique. C'est des capacitors justement sur une carte qui font un petit bruit d'électronique. Tous les appareils électroniques ont du coil whine, il faut le savoir. C'est juste que certains appareils, c'est tellement inaudible qu'on ne l'entend jamais. Mais vous pourriez prendre votre téléphone, l'approcher très proche de votre oreille. Dans certaines conditions, vous pourriez l'entendre. C'est juste que dans la plupart du temps, on ne l'entend pas. Là, on pouvait l'entendre un petit peu. À tenir compte que je fais mes tests sur une open bench, donc c'est à l'air libre. Donc, j'entends mieux les bruits, justement, de tout ce qui est coil whine et tout ça. Mais par contre, les ventilateurs, je ne les entendais vraiment pas. J'entendais plus le bruit ambiant de la pièce ou autre chose, donc c'était assez impressionnant. Même en charge, c'était extrêmement bien refroidi. Du coup, je me suis dit, hey, testons l'overclocking. Alors au niveau de l'overclocking, je peux booster la carte jusqu'à 2085 MHz, ce qui est énorme. Sa fréquence de base en boost avec les bonnes températures était de 1933 pour information. Et la mémoire, j'ai pu la passer de 1725 MHz à 1925 MHz, ce qui a donné aussi un joli petit boost. Et au niveau performance, comme vous pouvez voir, on passe à 51 FPS sur Shadow of the Tomb Raider et 96 FPS en 1440p. Donc voilà, d'un point de vue overclocking, c'est une très bonne carte. Il n'y a rien à dire de plus. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est pas la faute d'Asus ici, c'est la faute de Nvidia qui limite un petit peu trop leur carte graphique ces derniers temps. Depuis les GTX 1080, en fait, ils limitent de plus en plus les cartes pour éviter qu'en fait, les gens aillent trop loin avec. Et c'est fort dommage parce que selon moi, si j'achète une carte graphique à 1000 €, j'aurais normalement le droit d'aller aussi loin que je veux avec, même si ça risque de réduire sa durée de vie ou autre chose. Donc c'est un petit peu dommage, surtout que là, la carte est tellement bien refroidie qu'elle pourrait clairement faire plus. Elle pourrait vraiment clairement faire plus. Et c'est juste un petit peu triste, quoi. Mais après, ici, Asus a les mains liées, donc je comprends pleinement qu'ils ne peuvent pas vraiment aller plus loin que ça. Ok, alors c'est l'heure de la conclusion. Ça va être un petit peu compliqué, parce que cette carte est, genre, d'un point de vue pure fonctionnalité, elle est excellente. Elle a tout ce qu'il faut, elle a même plus que tout ce qu'il faut. Les ports de ventilateur à l'arrière, le dual BIOS, l'éclairage RGB qui est plutôt bien implémenté. Selon moi, c'est un des plus classes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il est sobre, mais juste comme il faut en fait. Et puis tout ce qui est fonctionnalité de base, le refroidissement, l'overclocking qui est excellent. Tout est vraiment
parfait en fait avec cette carte. Vraiment, si j'étais en mode, ok, si je dois choisir une RTX 2080 maintenant, ben, ce serait certainement celle que je prendrais. Maintenant, il y a un truc qui est important quand on fait une décision pareille, c'est le prix. Et le prix, ça régit selon moi la plupart des choses. Et vous pouvez avoir une carte excellente, si elle est un peu trop chère, elle reste un peu trop chère. Et dans ce cas-là, la RTX 2080 Strix d'Asus est pour... Vous pouvez la trouver à 940 € sur la plupart des sites. J'ai vu quelques sites en dessous, mais je ne suis pas totalement sûr là-dessus, donc je tiens à le préciser. Et pour 940 €, en tenant compte qu'une RTX 2080 de base, c'est plutôt 750 à 800 €, ben ça fait un premium quand même assez important par rapport au modèle de base. Maintenant, toutes les fonctionnalités, selon moi, le justifient pleinement. C'est juste que le problème, c'est que ce prix se rapproche de la 2080 Ti. Donc là, ça devient un jeu de qu'est-ce que je préfère le plus? Est-ce que je veux juste pure performance 3D, je m'en fiche du bruit? Ben alors là, je dirais, prenez une RTX 2080, modèle plus basique. Asus en a d'autres modèles, hein, ils ont des modèles plus basiques en quelque sorte, où il n'y a pas le RGB ou autre chose. Ça peut valoir largement la peine si vous êtes en mode pure performance 3D. Ou alors si vous êtes en mode pure performance 3D, encore une fois, mais que vous avez plus de budget, 2080 Ti, vous pourrez en trouver qui démarre à 1100 € maintenant. Elle commence à être en promotion, donc c'est un peu plus compliqué justement pour Asus ici. Mais si vous êtes en mode juste une carte qui fonctionne bien, qui aura une très bonne durée de vie, qui fait pas de bruit, parce que franchement elle ne fait presque pas de bruit, et qui juste marche très bien et que j'ai pas envie de m'en préoccuper et que j'ai pas envie de l'entendre, là on commence à se dire ça peut vraiment valoir la peine, vraiment. Personnellement, si j'étais en mode je dois faire un PC d'enregistrement pour YouTube ou autre chose, ou juste j'aime pas le bruit, ce serait une carte que je choisirais sans problème parce que juste on l'entend pas, elle a toutes les fonctionnalités qu'il faut et elle remplit à peu près tout ce que je pense certaines personnes aimeraient. Donc voilà, c'est vraiment, ça reste partagé comme je dis. C'est soit vous êtes en mode j'en veux le plus pour mon argent, ou soit j'en veux le plus pour les performances, ou soit je veux quelque chose qui marche très bien. Donc ce sera à vous de voir. Je mettrai des liens affiliés comme d'habitude dans la description vers LDLC. Je mettrai quelques autres modèles qui peuvent valoir la peine en 2080 aussi, ou en 2080 Ti. À tenir compte qu'évidemment sur d'autres sites elles seront peut-être ou certainement moins chères en général. Donc c'est à vous de voir où vous achetez. Moi c'est juste un titre indicatif. Comme ça vous pouvez prendre une meilleure décision. Dans tous les cas, ce fut selon moi une carte très intéressante. Merci à Asus d'avoir prêté un exemplaire de test d'ailleurs. Ce n'était pas une review sponsorisée, je tiens à le préciser. C'était juste pour le pur test. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis salut à tous!